Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut vieillir. Alors moi, j'ai voulu créer ce podcast qui s'appelle Long Live. Je suis Lucille Woodward et on va parler de longévité. Dans ce podcast, je vais convier plein de personnalités pour parler de leur rapport au temps qui passe. Comment elles se voient, comment elles se projettent. On va parler de couple, de sport, de carrière, de philosophie, de psychologie. Bref, on va parler de tout et de tout ce qui peut nous aider à mieux profiter de la vie. Dans ce premier épisode de Long Live, j'ai voulu qu'on reçoive une personnalité hors norme pour qui la longévité est une bénédiction. Elle s'est construite à l'envers de tous les schémas qu'on lui imposait. C'est une frondeuse. Elle a façonné son destin comme elle l'entendait. Une grande carrière, pas d'enfants, un amour passionné, passionnel. Elle a créé et dirigé l'un des plus grands magazines de presse dans les années 90-2000, Psychologie Magazine. Perla Servan-Schreiber irradie de son sourire. Donc elle s'installe en doudoune blanche face à moi, super facile. Et là, je me demande qui est la plus jeune de nous deux. On va le savoir très vite. Perla Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour Lucille, merci de me recevoir. En France, Perla, vous êtes l'une des premières en fait à porter cette idée d'une vieillesse joyeuse et assumée. Vos livres, moi j'en ai lu 2, ils donnent envie en fait de prendre de l'âge, on a même hâte d'y arriver. C'est assez rare. On se sent même rassuré quand on vous lit sur le chemin vers une destination, la destination pas trop rassurante qui est la fin de vie, la vieillesse. Il ne faut pas avoir peur de dire la mort aussi. C'est une des choses les plus importantes. C'est la seule information que l'on ait tous les humains, à la naissance. Il n'y en a pas 2. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Alors, on fait semblant de l'oublier pour pouvoir avancer dans la vie. Mais il est normal qu'elle arrive, et c'est ainsi. Et la mauvaise réputation de la vieillesse, me semble-t-il, c'est parce qu'elle est très associée à la mort. Et c'est vrai, on se rapproche de la mort en vieillissant. Mais c'est d'autant plus pour cette raison qu'il faut la vivre le mieux possible. Vous êtes née au Maroc, vous avez étudié le droit. Oui. Et vous avez été à la tête du magazine Psychologie pendant une bonne décennie. Avec mon mari Jean-Louis Servan-Schreiber. Avec qui vous avez été mariée pendant plus de 30 ans. Oui. Aujourd'hui, vous avez 79 ans. Depuis hier. Oui, depuis hier. Anniversaire. Voilà. Et je rentre dans ma 80e année. Et vous dites dans vos livres que vous avez eu 2 grandes aventures, le mariage et la longévité. Mais oui. La longévité, je la commence. Le mariage, hélas, je l'ai terminé. La vie en a décidé ainsi. Mais c'est effectivement des grandes aventures. Vous dites que vous avez fait 10 ans de psychanalyse. Oui, ben oui. Et pourquoi 10 ans ? Parce que ça paraît énorme quand même, 10 ans. Vous savez, à l'époque où je les ai faites, moi j'ai terminé ma psychanalyse en 86 ou 87, je me souviens plus, à un mois près. Donc je l'ai commencé en 75, vous voyez, 76. À l'époque, les thérapies comportementales n'existaient pas en France. Elles étaient totalement américaines et on les méprisait beaucoup ici. Or, une thérapie freudienne, c'est une thérapie de longue haleine. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une thérapie ? Vous aviez des choses à régler ? Vous sentiez que vous aviez besoin d'avancer ? Non, avancer, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne me sentais pas au mieux de moi-même. Je sentais que j'avais des freins dans ma vie et que j'avais pas d'autre choix que de les comprendre. Parce que, comme une voiture, si vous avancez avec le frein serré, vous n'allez pas très loin. Et je me suis donné comme ça la joie et la liberté de rencontrer l'homme de ma vie. Grâce à cette libération, peut-être, ces freins ? Probablement. Très probablement que c'est quelque chose qui m'a aidée. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas regardé de la même façon. Ça ne veut pas dire que je ne l'aurais pas rencontré, mais je n'aurais pas choisi de vivre avec lui. Vous seriez interdit ? C'est-à-dire que j'étais très convaincue que je n'avais absolument aucune envie ni de partager la vie de quelqu'un avec un même appartement, avec les mêmes tiroirs à chaussettes, étant donné que je n'avais aucune envie de faire des enfants. C'est quelque chose c'est une intuition que j'ai eue très tôt, qu'heureusement, je n'ai jamais regretté, parce qu'il y a quand même une horloge biologique. Je ne l'ai jamais regretté. Et je me disais, mais à quoi bon, très bien, rencontrer quelqu'un, et avoir une très jolie relation amoureuse, pourquoi pas, j'en ai eu, et c'est une grande chance. Mais
vivre avec quelqu'un et épouser quelqu'un était quelque chose qui était totalement hors champ pour moi. C'était déjà super rebelle à l'époque de penser comme ça. Probablement, et je ne devais pas être la seule, mais nous ne sommes pas nombreuses à l'avoir fait. Ouais. Voilà, nous sommes nombreuses à l'avoir comme ça pensé ou pensé pendant un moment. Mais c'est vrai que cette conjonction de pas marier et le choix de ne pas faire d'enfants, c'était rare. Je coupe un instant cette conversation, histoire d'intégrer finalement ce qu'on est en train d'écouter. Et parfois, revenir au corps, alors qu'on est en pleine écoute et en pleine concentration, ça permet d'intégrer davantage les messages. Comment est votre corps là tout de suite maintenant ? Est-ce que vous êtes debout, assis ? Est-ce que vos omoplates sont resserrées, le nombril rentré, les épaules basses ? Ou est-ce que vous êtes totalement effondré ? Parfois juste, le fait de revenir au corps, ça permet de réajuster sa posture. Et si vous êtes dans la même position depuis longtemps, assis depuis longtemps ou debout depuis longtemps, sachez que le meilleur moyen de combattre la sédentarité, c'est de bouger, de changer de position très régulièrement, toutes les 20-30 minutes max dans la journée. De assis à debout, de debout à demi-assis, de demi-assis à un peu allongé, marcher un petit peu, monter les escaliers, bref, changer de position. Voilà, vous avez changé de position ? C'est parfait. On retourne à ma conversation avec Perla Servan-Schreiber. Perla, vous parlez de la vieillesse comme d'une libération. D'ailleurs, c'est le titre d'un de vos derniers livres, à 75 ans, La vieillesse ou Ma vie libérée. Oui. Vous êtes libérée, mais de quoi ? Est-ce que c'est des injonctions, de la comparaison avec les autres ? Mais d'abord, vous êtes libéré parce que vous n'avez pas à construire une vie entière, à choisir un métier, à le développer, à le réussir. Pour ceux qui veulent faire des enfants, vous voyez, c'est aussi un moment de grande responsabilité. Donc, ces grands choix de l'existence, ils ne pèsent plus sur vous quand vous vieillissez. Au fond, après, c'est vous qui devez choisir complètement l'organisation de votre quotidien. Quand on a la chance de ne pas être malade, il faut jamais oublier ça. Moi, je ne parle que des personnes et des femmes plus particulièrement, qui ont la chance de vieillir sans être malades. Ce qui est la plus grande proportion des femmes. C'est plus de 92 ou 93% des femmes. J'ai lu un papier comme vous, peut-être hier, sur Le Monde Magazine, où on sait qu'aujourd'hui, il y a 900 000 nonagénaires. Je l'ai lu aussi. En France. En ce moment. Qui sont en pleine forme. Tout à fait. Je l'ai lu aussi cet article. Mais je veux dire, elles sautent en parachute, quoi. Je veux dire, J'ai vu ça. Elles sont en pleine forme, elles vont faire leurs courses au Monoprix d'à côté. Elles sont dans une forme éblouissante. Tout à fait. Je l'ai lu aussi cet article et je reviens moi personnellement d'une aventure de nage en eau libre au Maroc où il y avait des personnes qui avaient 68 ans, 71 ans et qui finissaient dans les premiers nageurs, donc vraiment en forme olympique, clairement. Mais oui. Quand est-ce que vous avez senti que vous étiez âgée, est-ce qu'on peut dire vieille ? Est-ce qu'il y a eu un moment en fait alors moi je suis une militante du mot vieux et vieille. Ok. Donc, surtout pas du mot senior, vous ne m'en parlez pas, moi en tout cas. Tant mieux si les gens de marketing l'utilisent et c'est sûrement très utile. Je n'en doute pas, mais moi, je suis une vieille dame, heureuse d'être une vieille dame. Et alors, quand est-ce que vous vous êtes sentie vieille ? Est-ce qu'il y a un déclic, un moment ? Oui, à 73 ans, quand j'ai eu un cancer. Ok. Là, je me suis dit... On peut, hélas, bien sûr, avoir des maladies graves très tôt, très jeune. 73 ans, c'était déjà un très joli âge. Mais quand j'ai eu mon cancer, je me suis dit, là, il y a une partie à gagner parce que ça peut s'arrêter tout de suite. Et le côté « ça peut s'arrêter tout de suite », ça a sonné pour moi comme étant au bout de ma vie, donc vieille. Un instinct de survie ? Et oui, ça, l'instinct de survie, je l'ai eu instantanément puisque j'avais aucune envie de mourir. Et d'ailleurs, je n'ai pas du tout
penser réellement une seconde que j'allais mourir. Je crois que c'est très caractéristique des humains. On a beaucoup de mal à s'imaginer. On est quand même dans un certain déni qui nous sauvegarde, Oui. justement, nous les humains, de ça. Mais je me suis dit, j'ai la chance de vivre à une époque où ces choses-là se soignent, surtout un cancer du sein quand il est pris à temps. Donc le mien a été pris presque à temps, on va dire. Et je suis partie totalement confiante en me disant, il n'y a aucun doute, je vais m'en sortir de là. Mais il y a eu ensuite un traitement qui est très lourd, que on a la chance déjà qu'il existe, ce traitement, pour ne pas rechuter. Et ce traitement-là m'a vraiment donné l'impression d'être une vieille dame. Et à partir de quand est-ce que vous avez fait attention à votre mode de vie ? C'est-à-dire un mode de vie qui prône la longévité. Est-ce que ça, c'est arrivé bien avant, j'imagine, vos 73 ans ? Est-ce qu'il y a un moment, peut-être un peu plus Moi, j'ai jeune ? toujours été... Vous savez, j'ai travaillé dans la presse féminine pendant une vingtaine d'années. Alors, la presse féminine, c'est quand même l'obsession de la forme, de la jeunesse, de la beauté, de tous ces machins. Voilà. OK. Donc, j'étais tout à fait au cœur même du réacteur de ce type d'information. J'ai toujours mangé très raisonnablement. Je n'ai jamais fait de sport. Je déteste le sport. C'est pas vrai. Je déteste. Ah non, je peux pas entendre ça. Ah, mais j'ai horreur. Bon, alors il y a encore un travail à faire. Ah, mais non, mais c'est une abstraction. Mais je marche énormément et je nage beaucoup. Bah, c'est du sport de nager. Mais non, mais je nage pas 12 mois sur 12. Je nage 4 mois par an. Hein. D'accord. Mais je nage. Bon, mais c'est tout. Mais sinon, c'est une abstraction. Vous ne me faites pas faire une séance d'abdominaux ou de je sais pas quoi. J'ai évidemment essayé comme tout le monde. Hein. Ça m'ennuie, mais je ne peux même pas vous dire à quel point ça m'ennuie. Non, mais vous n'avez pas encore essayé mes vidéos YouTube, c'est pas possible. Sûrement. Là, non, alors, surtout en vidéo. Alors là, vous oubliez. Alors déjà, un écran de plus dans ma vie, sûrement pas. J'adore. Donc ça, non. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'une bonne nature, hein. C'est vrai, j'ai dû naître, voilà, mes parents étaient des gens qui ont été en forme très longtemps, donc il y a aussi le génétique qui compte là-dedans. Hein. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a un gène d'une santé plutôt costaud, voilà, qui est la mienne, et qui m'a permis de me dispenser de sport, même si j'aurais été sûrement bien plus belle femme, avec un bien plus beau corps, bien plus ferme, si j'avais fait du sport. Dans votre livre, à un moment donné, vous dites cette phrase qui m'a beaucoup touchée. « Penser avec le cœur, ralentir avec l'esprit ». C'est vous qui avez écrit. Oui, oui. Alors moi, j'ai adoré cette phrase, mais en même temps, je suis pas vraiment sûre de bien la comprendre comme vous l'entendez. Oui, mais penser avec le cœur, parce qu'en général, on pense avec la tête, d'accord ? C'est comme ça qu'on on a été formé. Mais penser avec le cœur, ça vient d'une philosophie orientale, et j'ai eu la chance de naître dans une culture orientale, puisque vous venez de rappeler que je suis née au Maroc, mais je n'ai pas fait que naître au Maroc. J'ai vécu 22 ans, les 22 premières années de ma vie. Donc cette culture orientale du Inch'Allah, en gros du destin, c'est-à-dire celle où on n'est pas maître absolument de tout, contrairement à la culture cartésienne. Et ça, c'est ce qui m'a sauvée. Et je crois effectivement que l'on pense aussi avec son cœur et pas seulement avec sa tête. C'est-à-dire quoi ? Aller vers ses passions plus ? Se lâcher prise davantage ? C'est le ressenti plutôt que la réflexion. Voilà. Ça, c'est un pas immense qu'on fait dans la vie. Si on se donne ça comme projet, bien sûr, c'est pas obligatoire. Non plus, voilà, une obligation pour chacun. Mais moi, je suis arrivée à un moment de vie où je vis presque sans pourquoi. Ma modeste expérience m'amène à penser ça. La réponse au pourquoi, au fond, n'est jamais totalement satisfaisante. Jamais. Alors que le ressenti est quelque chose qui n'appartient qu'à vous, où vous n'êtes pas influencé par le qu'en dira-t-on ou par ce qu'a écrit tel ou tel philosophe ou tel. Vous le ressentez.
c'est votre corps qui parle. Et vous qui êtes une grande sportive, vous devez parfaitement comprendre ça, puisque vous donnez la parole au corps, et vous invitez les gens qui vous suivent à prendre conscience de ce corps et à en prendre grand soin aussi. Le corps parle, et les sensations parlent, les émotions parlent, beaucoup plus que la tête. Souvent, moi, dans mon métier de coach sportif, j'ai du coaching audio. Donc, en fait, j'emmène les gens à faire du sport. Donc, soit ils courent, ils marchent, ils font du vélo et ils écoutent ma voix. Et quand c'est un peu intense, j'invite les gens à se demander pourquoi ils le font. Pourquoi t'es là? Pourquoi? Et souvent, on dit parfois que c'est au bout du 4e ou 5e pourquoi que t'as quand même une meilleure réponse. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et moi, quand même, je me pose encore beaucoup de pourquoi et j'essaye d'y répondre. Et au final, à chaque fois, c'est parce que ça me fait du bien. Enfin, c'est là que je me sens bien. Donc, vous revenez à la sensation et non pas à la réflexion. Mais il est normal qu'il y ait un chemin pour y parvenir. Vous voyez, peut-être que c'est à la 5e question, peut-être c'est à la 10e question, peut-être c'est 15 ans après. C'est un entraînement aussi. C'est un entraînement aussi parce qu'on est dans une société qui est cartésienne où il est important de réfléchir, d'être intelligent et d'agir en fonction de cette intelligence des choses. Je ne dis pas que l'intelligence ne serve à rien. Je dis que dans les choix existentiels, la sensation est infiniment plus décisive que la réflexion. Et c'est donc, ce que je dis. Là, dans votre vieillissement, vous allez que vers la sensation, la simplicité. Vous parlez aussi beaucoup de simplicité. Beaucoup. Parfois, beaucoup. vous dites même c'est simple, donc difficile. Oui. Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, la simplicité. Demandez à, si elle était toujours là, demandez à Madame Gray comment elle faisait un drapé d'un tissu. Elle vous dit immédiatement que c'est d'une immense simplicité et vous avez l'impression que c'est quand même la chose la plus compliquée au monde quand vous voyez défiler une robe avec un drapé sublime. Il y a un mystère de ce drapé, Ok, je vous invite à faire une pause dans cette conversation. Peut-être que vous êtes en train de cuisiner. Beaucoup de gens cuisinent en écoutant des podcasts. Si c'est votre cas, peut-être faire un bilan de ce que vous êtes en train de cuisiner. Est-ce que vous avez intégré un maximum de légumes, cuits et crus? Un repas équilibré, c'est composé de végétaux crus et de végétaux cuits pour pouvoir profiter au maximum des fibres et des vitamines et des minéraux, sans trop agresser le tube digestif. Idéalement, il faudrait avoir 800 grammes de fruits et légumes par jour dans son bol alimentaire. Le plus varié possible, idéalement autour de 50 à 100 différents fruits et légumes dans l'année. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous cuisinez un peu toujours la même chose? Allez, je vous laisse revenir avec moi dans ma conversation avec Perla. Hier soir, je parlais avec ma mère sur ce projet de podcast et elle s'est un peu mise en colère. Oh oui, mais c'est trop facile de dire qu'on peut bien vieillir. Ma mère a 71 ans. Elle est un peu en colère avec la vieillesse alors qu'elle est en très très bonne forme, mais elle le vit pas bien. Moi qui ai 41, je suis en super forme. J'invite les gens qui me suivent à continuer à avoir une vie en très bonne forme, sport, bien manger, prendre conscience de sa forme, justement pour bien vieillir. Ça suffit donc, pas à la forme, il y a le mental. Exactement. Et en fait, comment est-ce qu'on peut travailler justement ce mental pour accepter de devenir nonagénaire ou centenaire en étant dans un état d'esprit positif? C'est-à-dire que, ok, finalement, tout ce qu'on fait, c'est pour bien vieillir, mais si bien vieillir, c'est l'autoroute de l'enfer, à quoi bon, en fait? On peut tomber dans l'enfer à tout âge. Ça n'est pas le simple privilège, entre guillemets, de la vieillesse. On peut tomber en enfer par un deuil. On peut tomber en enfer par une maladie qui peut vous tomber dessus à n'importe quel âge. On peut tomber en enfer parce que quelqu'un qui vous aime vous a quitté. On peut tomber en enfer parce qu'on a perdu son job. Donc, ça n'est pas du tout
entre guillemets, le privilège de l'âge ni de la vieillesse. La raison pour laquelle je pousse un cri, et je le pousserai encore autant que tout le temps où je serai vivante, est celui de dire, attention, vieillir, ça n'est pas renoncer à vivre. Vieillir, c'est vivre. Vieillir et vivre, c'est la même chose si on n'est pas malade. J'insiste, pardon de radoter, si on n'est pas malade. Hein? Donc ça. L'urgence, c'est qu'il faut prendre conscience que nous vivons aujourd'hui une révolution unique dans l'histoire de l'humanité. Je dis bien de l'humanité. Cette révolution, comme elle est silencieuse, on ne lui donne pas souvent la parole. Ça s'appelle la révolution de la longévité. Qu'est-ce qu'elle dit, cette révolution de la longévité ? Elle dit que moi, quand je suis née en 1943, et moi, aujourd'hui, en 2022, mon espérance de vie a augmenté de 24 ans. 24 ans, j'en ai 79. Mais cette longévité, elle s'accompagne de quelque chose que l'on constate tous les jours. Nous l'avons évoqué avec ces 900 000 nonagénaires, je dis bien nonagénaires, ok ? C'est que l'âge a rajeuni. C'est l'âge qui a rajeuni. Ça, c'est le sociologue Serge Guérin qui a utilisé cette formidable expression qui est tellement puissante et qui raconte exactement ce que nous vivons. D'accord ? L'âge a rajeuni, mais la conscience que nous sommes à la fois âgés et encore jeunes ne s'est pas imprimée dans la tête. L'imaginaire de la vieillesse, il n'est pas encore calqué sur la réalité de la vieillesse. Regardez aujourd'hui le nombre de femmes qui ont mon âge, donc vous l'avez rappelé, 79, qui ont mon âge, qui sont encore, mais totalement dans la vie active, celles qui ont la chance, il faut reconnaître que c'est celles-là qui vieillissent le mieux, celles qui ont la chance d'être des intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles ont une activité quand même de réflexion, ce sont celles qui vieillissent le mieux. Donc, c'est merveilleux de s'occuper du corps, et vous avez raison, c'est fondamental, et c'est votre métier, mais ne pas oublier de maintenir sa curiosité en éveil et de continuer à s'intéresser à ce qui change, que ce soit par la lecture, que ce soit par le cinéma, que ce soit par des visites au musée, que ce soit par peu importe aussi de ce qu'on veut, mais continuer à être branché sur la vie d'aujourd'hui. Et le secret de ça, c'est les relations intergénérationnelles. Si on vit entre vieux, là c'est une catastrophe absolue, d'accord ? Donc ce qui est merveilleux, et la chance de ma vie, je dis bien que c'est la chance de ma vie, c'est que j'ai plus de la moitié de mes amis qui ont la moitié de mon âge. Et je suis persuadée que ça, c'est 80% du fait que je me sens encore dans la vie, avec mon âge, avec la vieillesse, mais dans la vie. Et ça, le fait que vos amis soient plus jeunes, est-ce que c'est pas finalement quelque chose qu'on pourrait, pas vous reprocher, mais critiquer en disant Perla Servan-Schreiber, elle vient d'un milieu particulier, de la presse féminine, elle est privilégiée au niveau peut-être aussi financier pour prendre soin d'elle. Est-ce que c'est transposable finalement, ce mode de vie, à tout à chacun ? Je suis une privilégiée. Je le reconnais absolument. Je n'ai pas eu une enfance privilégiée, et ça, c'est ma chance. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance plutôt difficile, dans un milieu très modeste, extrêmement modeste, et ma détermination pour sortir de là, c'était ne pas me marier, ne pas faire d'enfants et être autonome financièrement. Ça a été l'obsession de ma vie. Parce que dans le milieu où je suis née, moi, à Fès, au Maroc, j'étais destinée à être mariée à 16 ans, 17 ans maxi, à pondre des enfants et à m'occuper de mon mari et des enfants. J'ai fui à 14 ans pour ça. Et alors là, c'est quoi votre activité du coup à 79 ans ? Comment est-ce qu'on reste actif ? Vous avez un métier, vous bougez tous les jours, vous êtes utile. Par exemple, ma mère, elle me dit souvent ça, j'ai besoin d'être utile. Mais c'est fondamental.
Et s'intéresser aux autres et prendre soin des autres, ne serait-ce que d'un animal, hein, ça c'est un des secrets d'une vie, comment vous venez de dire utile, mais aussi heureuse. Parce que s'intéresser aux autres, prendre soin des autres, c'est ce qui vous permet de rester le plus en vie. Vous savez, David Servan-Schreiber, qui était mon neveu, qui a été ce garçon merveilleux qui est mort à 50 ans après avoir lutté contre un cancer du cerveau pendant 19 ans, qui était psychiatre et un grand spécialiste du cerveau. Il soignait des gens déprimés et il a observé de la manière la plus écrasante que les gens qui avaient ne serait-ce qu'un animal vivaient beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux que ceux qui ne s'occupaient de personne que d'eux-mêmes. Parce que quand vous ne vous occupez pas de quelqu'un d'autre, vous ne vous occupez pas non plus de vous-même. Alors vous vous occupez de qui ? Moi, je m'occupe de la terre entière. Mais c'est difficile de vouloir sauver le monde. Mais moi, je veux pas sauver. Où finalement, j'ai envie que tout le monde fasse du sport et que tout le monde... Non, pas du tout. Je me contente de les aimer. Pas du tout, je ne sauve rien, je suis pas du tout, non, je suis militante de rien, voilà, mais je leur offre ma maison, mon cœur, les gens passent, voilà, s'installent, des jeunes dînent ou parlent ou prennent un thé et on échange et ils vivent dans un monde différent du mien et on finit par faire des choses ensemble avec des femmes, essentiellement d'ailleurs, des femmes infiniment plus jeunes que moi et qui me font l'amitié de croire que je peux moi-même leur rendre service. Voilà. Vous les rencontrez comment ? C'est par votre... Mais parce que j'ai travaillé, j'étais dans le monde du travail. C'est pour ça que je n'arrête pas. Mais moi, mon vrai privilège à moi aujourd'hui, outre qu'effectivement, pour l'instant, financièrement, je m'en sors tout à fait bien, c'est pas ça, c'est déjà un immense privilège. Mais ma chance à moi, c'est que j'écris. Parce que si l'entraînement du corps est important, je peux vous dire que l'entraînement de l'esprit est au moins aussi important. Alors vous écrivez tous les jours ou toutes les semaines ? Moi, j'écris d'abord tous les jours, mais surtout je publie. Oui. J'ai la chance de publier, et ça, c'est une autre chance. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui sont, voilà, qui acceptent de me publier. Donc à ce moment-là, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui. Hein, si je n'avais pas publié, je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un autre privilège, mais c'est pas seulement un privilège. Je l'ai pas eu à mon berceau. Hein. C'est du travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail d'écrire. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait promouvoir. Autoriser les gens à avoir ou écrire ou n'importe quelle activité manuelle. N'importe quelle activité manuelle est fondamentale pour vivre une autonomie et, quand la vie, hélas, vous place dans un contexte de solitude, de vivre une bien meilleure solitude en faisant quelque chose de ses mains. Et écrire, c'est certes faire quelque chose avec sa tête, mais c'est aussi beaucoup faire quelque chose avec ses mains. Vous avez aussi cette chronique sur Europe 1 le vendredi où vous parlez cuisine. Oui, parce que moi, l'autre passion de ma vie, à part écrire, c'est faire à manger. C'est faire la cuisine. Et pas tellement seulement parce que c'est, voilà, je suis très contente de réussir un plat comme ci ou comme ça. C'est parce que je ne connais pas d'activité qui vous permette de rester en lien avec les autres. Vous n'êtes jamais seul quand vous faites la cuisine. Ça, c'est vrai. Jamais. Voilà. Et c'est à la portée de chacun. Et on n'est pas obligé de faire des ortolans sur canapé. Ouais. On peut faire un œuf au plat et on est très content et la table est joyeuse et on pose un morceau de pain ou de n'importe quoi, de fromage et on est ensemble. Si on pouvait seulement dire ça aux hommes et aux femmes, parce que c'est pas simplement une activité féminine, mais déjà ils ne seraient plus jamais seuls et ils seraient toujours avec des générations différentes. Et du coup, l'alimentation, c'est quand même aussi une des clés pour le bien vieillir et éviter certaines maladies. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous parlez ou pas trop ? Est-ce que c'est dans votre tête ? Comment est-ce que vous mangez ? Moi, je mange ce qui me plaît, en toute liberté, mais peu. Voilà. C'est juste après, avec l'âge, c'est vraiment une question de quantité, hein, parce que une des choses pas très agréables de l'âge, c'est qu'en fait, il faut manger de moins en moins et bouger de plus en plus. Sinon, vous prenez du poids. Et ça, c'est pas très bien. Mais ce qui fait le drame absolu de la vieillesse,
c'est que la peur de vieillir abîme infiniment plus que la vieillesse elle-même. Votre maman qui est en colère après la vieillesse, et elle n'est pas la seule, et je pense que c'est la majorité. La majorité des gens, encore aujourd'hui, oui. Parce qu'ils ne veulent pas regarder ce qui se passe autour d'eux. C'est inimaginable. Des femmes comme moi, aujourd'hui, il y en a beaucoup. C'est-à-dire des femmes qui ont bientôt 80 ans et qui sont encore à peu près présentables, qui sont joyeuses. Alors là, on n'est pas dans l'à peu près présentable, on est dans la femme superbe que j'ai en face de moi. Mais tant mieux. Écoutez, c'est tant mieux. Si vous me faites l'amitié de me trouver superbe, c'est quand même formidable. Mais moi, je me contente d'être, en tout cas, le plus en joie possible et le plus en lien possible avec cette modeste conscience que quand même, il y a un peu à ajuster sa relation à la nourriture, à ajuster sa relation à son corps. Il ne faut pas non plus forcer le corps, à aller au-delà de ce qu'il peut faire. Mais voilà, avec ces petites consciences-là, tout va bien. Mais surtout, ne pas oublier de rire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça, finalement, c'est formidable. C'est ce que j'entends, c'est de la joie, de la convivialité, de l'échange avec beaucoup de gens. C'est ça, en fait, qu'il faut toujours rechercher. C'est la joie. C'est la joie. C'est une joie de se réveiller déjà le matin. Moi, je vous assure que c'est vrai. Tous les matins, en me réveillant, je me dis, mais quelle chance. Voilà, je bouge, je vais mettre un pied devant l'autre, je vais aller jusqu'à ma cuisine et je vais boire un café formidable. J'adore le café. Donc, c'est déjà là, à ce moment-là, je me dis, mais merci, merci, merci. Pourtant, dans l'actualité, quand on ouvre un peu les news, tout nous tire vers le bas en permanence. C'est l'apocalypse tous les 4 matins. Mais vers le haut aussi. Vous vous comparez aux Ukrainiens qui sont dans le froid et dans le noir ? Vous vous rendez compte quand vous pouvez simplement, encore aujourd'hui, mettre votre doigt sur un interrupteur et avoir de la lumière ? Mais c'est merci. Et merci l'information. C'est très important de rester informé. Très important. Qu'est-ce que c'est le désespoir de quoi, là, pour l'instant, là, tout de suite, chez nous ? On est menacé par quelques coupures d'électricité ou je ne sais quoi, on va voir. Forcément, ça fait 80 ans que ça n'a pas existé. Dans le champ d'une personne de mon âge, moi, je n'ai jamais vu la guerre en Europe, nulle part. Quand en février dernier est apparu Zelensky et ce peuple ukrainien avec ce courage extraordinaire, moi, ça m'a donné envie de republier un livre que mon mari avait écrit en 86, et que Jean-Louis Servan-Schreiber, et qui s'appelait « Le retour du courage ». Et je l'ai réédité, et il est en librairie aujourd'hui, parce que il est important que cette vertu redevienne à la mode. Elle était démodée, totalement démodée. Mais non, mais il faut du courage pour se lever le matin, il faut du courage pour affronter, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont dans le noir et dans le froid et dans la faim, et dans la mort. La positive attitude, en fait, en permanence, finalement, c'est ce que vous incarnez. J'y crois pas du tout à la positive attitude. Le côté, oui, tout est beau, tout est merveilleux, non. En fait, mais après, c'est vrai que parfois, dans votre livre, ça paraît vraiment même trop simple, en fait. On se dit, bon, c'est un peu bisounours, ok, ça on vieillit bien et on est joyeux. Pas du tout. Je suis dans la conscience totale et quotidienne que, ma vie peut s'arrêter à tous les instants. Ça, c'est vraiment une conscience qui est très importante. Moi, je ne fais pas semblant de ne pas regarder la mort. Au contraire, c'est parce qu'elle existe que je me réjouis chaque matin d'être debout. C'est pas pareil que la positive, oui, merci, le bisounours. C'est exactement le symétrique inverse. Je ne sais pas comment arriver à expliquer ce qui a l'air d'une nuance et qui est en fait fondamental. Je suis consciente des dangers et des drames quotidiens. Je n'en ai pas été épargnée. J'ai essayé de les vivre le moins mal possible, et puis ensuite le mieux possible, et puis encore le moins mal. Et puis je change d'humeur 3 fois par jour. C'est comme ça. D'accord. Mais je décide que tant que je suis en vie et que je suis autonome, je dis merci. Vous parlez aussi
de certaines petites colères que vous pouvez avoir parfois quand vous vous sentez moins fringante. Est-ce que vous méditez, vous faites du yoga pour garder quand même cet esprit conscient et de gratitude? Je suis totalement consciente à la fois de ce qui m'arrive de désagréable, voire de dramatique, et ce qui m'arrive de merveilleux. Ça, je suis totalement dans cette conscience-là. Je médite. Je médite depuis une trentaine d'années, une dizaine de minutes par jour le matin. Toute seule? Sensiblement à la même heure et toute seule. Et puis, ma méditation n'est pas une méditation intellectuelle. Hein. Je ne suis pas en train de me dire il faut arrêter les pensées. Alors vraiment, pardonnez-moi, mais ceux qui disent ça ne savent pas comment c'est fait un cerveau humain. Hein. C'est une absurdité de dire que de méditer, c'est d'arrêter les pensées. C'est exactement l'inverse. Ça, c'est comme les bisounours. C'est laisser défiler vos pensées sans les contrôler. On est sans arrêt dans le contrôle de ce qu'on pense. Et c'est bien normal. On vit en société, il faut quand même réfléchir à ce qu'on dit. D'accord ? Mais là, c'est exactement l'inverse. Laissez tout défiler dans le désordre comme ça veut. Oubliez vos pensées, elles ont leur chemin, et vous êtes juste assise dans une posture la plus droite possible, parce que la vie, c'est aussi une posture devant l'existence. Hein ? C'est ça qu'il faut savoir. Et simplement, en essayant de rester calme, apaisé, et laisser vos pensées défiler, sans aucun problème. Ça me fait toujours penser à cette image. La première fois qu'à l'opéra, on fait défiler, vous voyez, le texte du livret. Oui. Hein, à l'Opéra Bastille, ça s'est passé comme ça. Et ben, je me dis, c'est comme ça, la méditation. C'est laissez-les défiler. Elles passent. C'est pas vous qui allez pouvoir arrêter les pensées. C'est quand même avoir une idée de soi qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous ne pouvez pas arrêter vos pensées. Donc, laissez-les vivre. Vous avez donc ces tout petits livres, mes 77 secrets de vie et 78 ans vieillir et vivre. Alors vous pouvez, on va pas partager ces 77 secrets, mais vous parlez de ça, de cette différence finalement entre quelque chose de vieux, quelque chose de moche, que vous attribuez que ce soit aux vêtements ou aussi au corps humain. Je comprends même pas qu'on puisse penser que c'est pareil. Oui, Attendez. mais par exemple, les personnes qui vieillissent. Mais il y a des jours où je me sens moche. Et c'est une sensation, je reviens toujours à la sensation. Ça n'a peut-être rien à voir avec objectivement ce que le miroir ou ce que la manière dont les autres me voient ce jour-là, mais moi, à l'intérieur de moi-même, je me sens moche. On se sent tous parfois moches, pas bien. Ben oui. Et du coup, vous faites comment normal. Alors, vous Je laisse passer la journée. Qu'est-ce que je vais faire ? J'essaye d'aller marcher, parce que j'adore marcher, ou j'essaye d'écouter un morceau de musique qui me plaît, ou je prends la plume et j'écris sur ça, sur ce malaise-là, ou des fois je laisse juste passer, puis je me dis, voilà, demain, les choses iront peut-être mieux. Et concernant la beauté plus sur le paraître, Ça, c'est tous les jours. superficiel. Plus, ça, c'est prendre soin de soi, c'est comme se brosser les dents. Hein ? Et évidemment que ça demande et ça exige de commencer de plus en plus tôt. De plus en plus tôt. Mais pour moi, prendre soin de soi, c'est pas simplement, encore une fois, prendre soin de son corps, être le mieux possible, marcher ou faire de l'exercice, se passer des crèmes délicieuses, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça. Si on a des rides et qu'elles vous pèsent et qu'on en a les moyens, parce que ça aussi, il y a une solution pour les rides, non pas pour rajeunir. Ça n'existe pas de rajeunir. Et il faut juste s'enlever ça de la tête. Ouais, c'est bien. Rajeunir, ça n'existe pas. Mais être au mieux de soi à l'âge que l'on a, ça c'est possible. Ça c'est possible. Garder de la fraîcheur, ça c'est possible. Mais n'importe quel lifting ne vous donnera jamais la fraîcheur d'un éclat de rire et d'une bonne humeur. Il faut quand même savoir ça. Ça, c'est vrai. Et encore plus que ça, que d'être amoureux. C'est ce qui vous donne les yeux qui brillent. Beaucoup plus que toute autre chose. Sauf qu'on n'appuie pas sur un bouton pour tomber amoureux. Et si vous avez la chance que ça vous arrive, ça, c'est une vraie différence. La longévité à deux, vous en avez un peu aussi parlé dans certains de vos livres. Et d'ailleurs, vous disiez
vous écrivez que chaque matin, vous vous préparez à voir votre amoureux. Donc pendant 30 ans, ça me paraît inouï. C'est-à-dire que vous faisiez un super effort avant de descendre au petit-déj. Aucun effort. Un grand plaisir d'être au mieux de moi-même pour retrouver mon mari à la table du petit-déjeuner à 8h. Lui, il faisait 45 minutes de sport. Là, comme un dératé, mais enfin bon, voilà, c'était son truc à lui. Et moi, je promenais ma chienne dans Paris, mais c'était évidemment que je m'habillais en me disant, je crois que ça, il va aimer. Ce qui est quand même incroyable, parce que je me croyais une femme libre. Et je suis aussi libre de vouloir plaire à l'homme avec lequel je vis. Mais c'était effectivement, tous les matins, j'avais cette pensée-là. Et non, alors ce que je peux affirmer, c'est qu'il avait la même pensée. Ah, absolument. Il fallait qu'il se mettait en tête qu'il devait être séduisant chaque jour. Alors peut-être que ce n'était pas que pour me séduire moi, mais peu importe, c'était aussi moi-même. Des secrets de longévité du couple, vous en avez aussi, j'imagine, quand vous expliquez qu'il faut aussi se laisser un peu du temps pour soi, et comment pour pouvoir mieux se retrouver. Ah oui, ça, pour moi, c'était indispensable. Parce que quand même, j'ai vécu avec un homme que j'ai adoré, qui me l'a bien rendu, mais avec lequel je travaillais aussi. Donc, on ne se quittait vraiment que très, très peu et très rarement. Et j'avais besoin de partir, 3-4 jours, des fois 8 jours. C'est que moi, je suis à la fois quelqu'un qui adore les gens, qui suis en lien, qui a eu la chance d'exercer un métier qui était une ruche de gens. Un journal, c'est une ruche. Donc ça a été magnifique. Mais j'ai aussi besoin de solitude et de silence. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. J'ai toujours essayé de préserver ça et évidemment Jean-Louis était tout à fait d'accord, même s'il trouvait que 3 jours c'était mieux que 10 quand même. Mais on a toujours su faire ça, en tout cas l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre longévité, juste avant qu'on termine ce podcast? Est-ce que vous suivez des gens ou est-ce que vous lisez, vous vous inspirez de personnes soit plus jeunes, soit plus âgées que vous, qui vivent aussi très bien ce vieillissement? Pas du tout. Ok. Je suis désolée, mais ça c'est une lacune. Parce que, en fait, je voulais faire un peu cette comparaison, comme on en parlait juste avant, avec la mode. C'est-à-dire que quand on a envie d'être bien habillé, parfois on regarde des magazines de mode, des créateurs, des défilés. Alors moi, j'ai la chance. Quand on fait du sport, on regarde les sportifs de haut niveau qui nous inspirent, même si on ne va pas atteindre le même niveau. Vous avez raison. Je crois que c'est un réflexe humain évident. L'avantage de l'âge et du vieillissement, ce que j'observe sur moi, je ne dis pas que ce soit une vérité universelle, sur moi, c'est que plus j'avance en âge et plus je suis libre du regard des autres. C'est-à-dire que j'ai été une bête de mode, parce que j'ai travaillé dans des magazines de mode. Le vêtement continue à m'intéresser, mais je ne m'habille qu'en fonction du confort qu'un vêtement me procure. Je ne suis pas en jogging tous les jours, je déteste le négligé, mais je déteste ça. Et il y a, par contre, quelque chose qui est devenu, ma personnalité et mon style. D'abord, j'ai renoncé aux couleurs, je ne sais même pas comment, mais je ne suis habillée qu'en blanc depuis 35 ans. C'est une très grande simplification de l'existence. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais le bénéfice, il est là. Et en plus, en gros, quand vous regardez mon dressing, non seulement il est blanc, mais en fait, j'ai beau avoir 12 pantalons, ils sont les mêmes. J'ai 12 blouses blanches, elles sont à peu près les mêmes. Donc en gros, j'atteins petit à petit l'uniforme, voyez-vous. Et ça, c'est une libération exceptionnelle. Mais le plus important, et ça, il ne faut jamais l'oublier jusqu'à sa tombe, c'est l'allure et le style. Ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être à la mode, c'est même à l'inverse. Il est très important d'avoir de l'allure et du style, avec vraiment des choses radicalement différentes selon les personnes. Mais ça, c'est aussi la manière dont vous vous présentez aux autres et qui permet de donner et d'affirmer votre singularité. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux auditeurs là, qui nous écoutent, peut-être à vos amis, à vos neveux, sur
sur la vieillesse, le temps qui passe, comment bien vivre. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, cette joie, cette facilité? Sans arrêt, en restant relié et en faisant des rencontres sans cesse de personnes de tous âges, ou au moins en essayant de garder les meilleures relations possibles avec l'entourage que nous avons la chance d'avoir, et en restant active, curieuse, joyeuse, en se frottant beaucoup à la beauté, quelle qu'elle soit. Ça peut être la nature, ça peut être l'art, ça peut être... Mais la beauté rend meilleur. C'est une des grandes vertus de la beauté. Ça n'est pas du tout d'être savant en art contemporain ou autre, tant mieux si on l'est. Mais il y a cette relation au beau, qui est formidable et qui vient de la musique ou d'autres choses. Mais quand même, ce proverbe indien, et on pourra terminer là-dessus, c'est « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Magnifique. Merci infiniment, Perla Servan-Schreiber, d'avoir accepté cette interview sur la longévité. Ce podcast m'est inspiré vraiment par mon expérience personnelle, ma vie de famille et vraiment cette autoroute vers la décrépitude que je refuse d'emprunter. Donc je vous remercie infiniment pour cette inspiration qui m'a donné du baume au cœur et beaucoup d'espoir. Merci à vous. Merci. Mais vous ferez beaucoup mieux que moi, vous verrez. J'espère. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. J'espère qu'il vous a apporté envie de bien vieillir. En tout cas, moi, ça a été le cas. Ça m'a vraiment redonné la foi. J'adore Perla Servan-Schreiber. J'ai été tellement heureuse de la rencontrer en vrai. Elle rayonne et irradie. Et surtout, elle donne vraiment envie de la suivre, en fait, dans son cheminement. En tout cas, c'est l'objectif de ce podcast Long Live. Si vous avez aimé, envoyez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Donnez aussi vos avis dans toutes les plateformes de streaming. Dites-nous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de partager aussi, tout simplement, en parlant autour de vous. Le bouche à oreille, on n'a encore rien trouvé de mieux pour aider les gens à aller bien au quotidien. Je vous demanderai aussi de nous raconter sur les réseaux sociaux en taguant @LucileWoodward et aussi @LongLive le podcast sur Instagram. Racontez-nous comment est-ce que vous écoutez ce podcast. Est-ce que vous l'écoutez en marchant, en courant, dans les transports en commun, dans votre voiture? Bref, voilà, dites-nous comment vous vivez cette vie longue. Un grand merci à David Ordonneau pour la réalisation de ce podcast. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, long live the Queen and the King.